game changer massif. De même, je ne parlerai pas pendant 3 heures de l'élection récente de Biden, parce que je pense que c'est quand même un tout petit sujet par rapport c'est un tout petit sujet quand même. Mais s'il y a des questions, on en parlera. Alors, pourquoi la finance, on peut dire qu'elle bouge depuis quand? Elle bouge depuis 2015, assez précisément, c'est très daté. 2015, c'est l'accord de Paris. En préparation de l'accord de Paris, euh, le secrétaire général de l'ONU a convoqué le banc et l'arrière-ban de la finance en 2014. L'argument étant, les COP, ce sont des grandes messes dans lesquelles on ne réunit que les acteurs étatiques, parce que le climat est un bien public. Donc pendant des années, on a considéré que comme c'était un bien public, ça concernait essentiellement les acteurs étatiques. C'est une erreur de raisonnement, en fait, c'est un bien commun. Et c'est donc plus compliqué que ça ce qu'il faut faire. Donc les négociateurs ont compris ça. Et donc, ils se sont dit, si on ne fait pas intervenir et se mobiliser la société civile pour de vrai, la société civile et les parties prenantes, donc les financiers, on ne va jamais y arriver. Donc 2014, c'est une grande date de ce point de vue-là. 2015, c'est la préparation de la COP21 et il se passe un truc très curieux qui est historique, je pense, qui est le G20, avril 2015, qui donne mandat au Conseil de stabilité financière d'étudier la prise en compte par le secteur financier des enjeux liés au changement climatique. Excusez-moi, le slide n'est pas complètement clair. Et réponse de M. Mark Carney, qui à l'époque est le président du Conseil de stabilité financière et qui est aussi gouverneur de la Banque centrale. Réponse oui, oui. Il y a un enjeu de stabilité financière. Le climat risque de déstabiliser la finance. C'est un discours historique parce que c'est la première fois, en fait, au fond, qu'à ce niveau-là, parce que le Conseil de stabilité financière, ça réunit les grandes instances du G20 qui sont les ministres des Finances, les banques centrales, les directions du Trésor, l'ensemble des régulateurs. Donc c'est vraiment une très grosse instance qui a été créée après la crise de 2008-2009 sur le thème plus jamais ça. On n'a pas vu venir cette crise. Alors, si vous avez des questions, je vous expliquerai pourquoi on ne l'a pas vu, parce que c'est quand même très très important. Et donc, ce conseil de stabilité financière est très important. Suite à ce qu'a dit John Mark Carney, enfin pas John, mais Mark Carney, excusez-moi. Mark, c'est son prénom, Carney, c'est son nom. Suite à ce qu'il dit, le monde de la finance comprend presque instantanément, tellement le discours est puissant, que le climat est un sujet pour la finance. Et vous voyez quelques citations en bas, c'est à partir de là qu'on voit les gros acteurs commencer à raconter des trucs, à prendre des engagements. Alors, ils prennent des engagements à l'accord de Paris, souvent des accords de mesure du contenu carbone de leur portefeuille, quand c'est des investisseurs ou des gestionnaires d'actifs, comme BlackRock, par exemple. Donc, par exemple, Amundi a pris des accords. C'est un très gros gestionnaire d'actifs qui gère plus de 1000 milliards de dollars d'actifs. Les banques publiques comme la BEI prennent aussi des engagements. Les acteurs privés comme AXA, que j'ai cité là, mais en fait d'autres récemment, commencent à prendre des actions, des engagements de sortie du charbon de leur portefeuille, d'autres types d'engagements. Donc, c'est relativement important. Qu'est-ce qu'il dit d'un point de vue plus analytique? Marc Carney, il dit en gros, on est face à 3 risques. Vous voyez la courbe là, qui est bien connue, la courbe des scénarios possibles. Donc, soit business as usual, on file vers 3, 4, 5 degrés d'augmentation de la température moyenne planétaire, soit au contraire, on a un retournement rapide. C'est en ce moment, cette année, 2020 était depuis très très longtemps supposé être l'année où il faut retourner la courbe et commencer à faire des réductions. Alors on l'a fait via le Covid, mais c'est juste pas exactement comme ça qu'il faut s'y prendre. Enfin, j'espère qu'on ne va pas avoir besoin éternellement de virus pour régler nos problèmes climatiques. Donc dans le cas où on fait ça, c'est-à-dire on se met sur le scénario bleu, enfin sur des trajectoires bleues, il y en a plein, à ce moment-là, les financiers considèrent qu'on a des risques qu'ils appellent des risques de transition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les capitalisations boursières des grandes entreprises qui dépendent toutes beaucoup du fossile, on parlera des GAFA après, mais disons en gros certainement les grandes pétrolières, les grandes capitalisations qui sont dans des productions industrielles, risquent dans un scénario, dans une trajectoire dite 1,5 degré ou 2 degrés, les trajectoires bleues en gros, risquent d'avoir leur valeur boursière se péter à figure, au risque d'avoir des actifs chez eux qui deviennent des stranded assets, c'est-à-dire des actifs
qui perdent beaucoup de valeur. C'est ça qu'on appelle les risques de transition. De l'autre côté, les risques physiques, c'est si on laisse faire la dérive climatique comme on le fait en ce moment, comme on laisse filer, disons, l'augmentation de la température. À ce moment-là, les dégâts deviennent de plus en plus conséquents. Aujourd'hui, on est tous extrêmement percutés par les incendies en Australie, par les incendies en Californie, par des dérèglements climatiques variés. La réalité, c'est que c'est juste l'entraînement, enfin, c'est l'échauffement, c'est le petit footing du matin. Quand ça va croître et embellir, on va avoir des dégâts matériels absolument considérables, et donc les actifs physiques vont aussi être concernés. On va avoir des submersions marines qui vont foutre en l'air des usines, et c'est ça, grosso modo, ce qui préoccupe les acteurs financiers, c'est le fait que les business vont se péter la figure les uns après les autres sur les risques physiques. Bon. Donc ça, c'est les deux grands risques. Je pense qu'on parlera tout à l'heure, mais ce n'est pas moi qui vais en parler, des risques c'est Philippe Joubert qui va en parler, des risques de responsabilité. Je n'en parlerai pas parce que je n'ai pas le temps à ce stade. Donc, en gros, voilà ce dont prend conscience le monde de la finance en 2015. Et depuis 2015, qu'est-ce qui a été fait suite à cette prise de conscience générale, parce que ce n'est pas que Marc Carnet qui a pris conscience. Ce discours a été diffusé très très largement, et donc le petit monde de la finance a compris ce dont il était question. Alors, ils ont compris qu'ils ont deux choses à faire, en fait. C'est donc, bien sûr, en numéro un, gérer les risques, puisque c'est ça qu'ils ont compris en 2015. Et puis, de l'autre côté, comme c'est quand même leur métier, ils ont un double métier, les banquiers et les financiers. C'est d'une part, ils gèrent les risques, ils proposent des produits de gestion de risque, ils prennent des décisions en fonction des risques, ils sont très sensibles au couple rendement-risque. Mais deuxièmement, c'est quand même leur métier de base, ça consiste à financer l'économie. Et donc, ils se disent, si vraiment pour de vrai on fait cette fameuse transition, ça va nous donner matière à investir dans l'économie bas carbone et à désinvestir, et forcément en contrepartie désinvestir des secteurs fossiles. Donc c'est ça les deux grands piliers de l'action des financiers face à ce problème climatique. Alors, ça, c'est donc les enjeux. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement, donc, je vous ai dit, elle se met en mouvement, ce n'est pas que des mots. Alors, suite à ce que a dit Marc Carnet, il a été lancé, mais c'est lui qui a lancé l'idée et le groupe de travail, un groupe de travail présidé par Michael Bloomberg, qui s'appelle la TCFD, la Task Force for Climate Related Disclosure Project. Et c'est une task force qui a pour but de faciliter l'information fournie par les entreprises aux investisseurs. Là aussi, on en discutera plus en détail tout à l'heure, mais grosso modo, c'est ça l'idée de cette TCFD. Et donc, ils ont défini des formats de reporting qui permettent aux entreprises de mieux reporter à la fois leurs effets sur le climat et à la fois les effets du climat sur leur activité. En parallèle, et presque simultanément, la Commission européenne en tant que telle s'est emparée, donc c'est pas la Commission von der Leyen, c'est la précédente, s'empare du sujet finance durable et lance une feuille de route qui s'appelle la feuille de route européenne pour les finances durables. Donc là, je vous ai donné quelques éléments sur cette feuille durable, sur cette feuille de route, à définir une taxonomie, c'est-à-dire en gros, qu'est-ce que ça veut dire vert et pas vert dans la vie. C'est facile de dire on va financer le vert demain matin, mais au fait, de quoi il s'agit, donc c'est ça. Alors, le Conseil européen procrastine, c'est un tout petit peu faux maintenant. Ce slide, j'aurais dû le mettre à jour. Ils ont un tout petit peu gagné du temps maintenant. Ensuite, ils ont un enjeu autour de reporting, exactement comme ce que j'ai dit à propos de la TCFD. Ils ont aussi des enjeux autour des obligations vertes, donc ce que dans le vocabulaire on appelle les green bonds. L'idée est que dans la finance durable, il y a le produit phare, c'est le green bond, c'est-à-dire c'est des obligations émises par les entreprises qui ont vocation à financer du vert. C'est pour ça que ça s'appelle green bond. Sauf qu'aujourd'hui, c'est très déclaratif.
Et donc, on n'est pas très convaincu qu'un green bond finance vraiment quelque chose de vraiment vert, puisqu'on ne sait pas ce que veut dire vert. Et puis, les indices bas carbone, c'est un truc dont je en reparlerai si vous avez des questions, parce que c'est un peu technique. Les écolabels, ça, je pense, c'est plus facile à comprendre. Quand vous allez dans votre magasin, votre épicerie préférée, votre grande surface préférée, vous achetez un produit pour laver la vaisselle, il y a une petite fleur avec des étoiles partout, ça c'est l'écolabel. L'idée, c'est de faire la même chose, mais pour les produits d'épargne. Donc, si certains d'entre vous ont de l'argent de côté, ou s'ils peuvent en discuter avec leurs parents ou leur famille qui a un peu d'argent de côté, et qui se demandent comment je peux me garantir que l'argent que j'ai de côté, je ne le mets pas pour financer n'importe quoi, bah, vous verrez, vous serez un peu surpris. J'ai fait l'expérience moi-même, c'est assez hallucinant. Donc les banquiers sont un peu perdus, tout le monde raconte des trucs et des machins, il y a des produits dits d'investissement socialement responsable, tout ça est très flou, un peu comme les green bonds en fait, pour être franc. Et donc l'écolabel aura vocation à limiter le greenwashing sur ce genre de produits. Là, je vous ai laissé, vous voyez marqué plan d'action finance durable de la Commission européenne, octobre 2020, document interne, ne pas diffuseur d'ordre de l'AMF. Vous voyez bien cette clause en bas. Je vous l'ai quand même mis parce que c'est un tout petit peu plus complet que ce que je viens de vous dire. Vous voyez qu'il y a en fait au moins une dizaine de lignes d'action dans ce plan d'action. Je vous l'ai mis pour que vous ayez en mémoire le fait que c'est un tout petit peu plus que ce que je vous raconte, mais la raison en étant que je n'ai pas envie de vous assommer avec des trucs trop techniques. J'essaye d'aller à l'essentiel, enfin, ce qui me paraît le plus important pour que vous compreniez un peu ce que c'est que cette affaire de plan d'action finance durable. Alors, donc j'ai parlé au niveau du G20, du travail qu'a fait Marc Carnet avec le Conseil de stabilité financière. J'ai parlé de la Commission européenne. Je ne peux pas ne pas parler de ce qui se passe en France. Donc, il y a pas mal d'actions qui ont été menées depuis 2015. Donc, Paris Europlace a créé une initiative qui s'appelle Finance for Tomorrow. Donc, l'idée, c'est la place financière au service de la finance durable. La France est assez leader sur les green bonds, donc, quoi qu'on en pense. Sur les côtés acteurs privés, là, je vais parler deux secondes avec ma casquette Carbone 4. On voit quand même à l'évidence des intérêts de plus en plus forts sur la question de savoir si les portefeuilles sont risqués, s'il ne faut pas faire évoluer le contenu carbone de ces portefeuilles. Du côté de la puissance publique française, il y a eu un fait très marquant en 2015, qui est l'article 173 de la loi sur la transition énergétique, qui a rendu obligatoire un certain nombre d'informations et d'éléments de reporting en avance de phase par rapport à ce qu'a fait la Commission européenne. Et dernier point qui est très significatif, c'est ce qui se passe au niveau des régulateurs, pour la part que je connais en France, c'est-à-dire en gros la Banque de France et la CPR, qui est l'autorité de régulation prudentielle, qui est le bras armé français en gros de la Commission de Bâle, pour faire très simple. L'AMF, c'est l'autorité de marché financier, donc c'est ceux qui suivent les introductions en bourse et tout ce qui est relatif à l'information financière donnée par les entreprises cotées. Donc tous ces gens-là bougent beaucoup. Ils font des choses, hein, j'en dirai un peu plus tout à l'heure. Le NGFS est un élément important, une initiative importante, qui est une initiative qui vise à fédérer principalement les banques centrales sur des dizaines de pays, ça va au-delà du G20, pour justement faire des échanges de bonnes pratiques et pour que les banques centrales arrivent à mieux évaluer ce que c'est qu'en vrai le risque climatique pour les banques, hein, sachant que vous savez ou vous ne savez pas que les banques centrales ont un rôle de pilotage très important des banques privées au-delà de leur propre action directe. Donc ça, c'était ma première partie. Hein. J'ai été à toute vitesse parce que je ne veux pas y passer trop de temps. Mais si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. C'était pour vous montrer que oui, il se passe des choses. En vrai, ils agissent. Alors pourquoi je dis néanmoins que ça ne suffit pas du tout? Et donc c'est un peu balancé. Hein. Je pense que c'est bien et utile que ces travaux-là soient initiés, mais en quoi ça ne suffit pas? C'est ça mon deuxième point. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, vous ne l'avez pas vu dans ce que je vous ai montré, parce que je fais comme le prestidigitateur, j'ai attiré l'attention sur des éléments d'information, mais pas sur d'autres. Mais maintenant, je vais attirer votre attention sur un point que je n'ai pas dit encore. Ce que je n'ai pas dit encore, c'est que tous ces travaux-là, ils sont
c'est pour améliorer la circulation de l'information entre les acteurs. Le fond du raisonnement, et d'ailleurs la preuve presque définitive de ce que je vais développer là, est dans le discours historique de M. Marc Carnet, qui est un discours assez amusant, parce que d'un côté, il est très convaincu et convaincant sur la question du changement climatique. On a l'impression en 2015 qu'il a fait un copier-coller des rapports du GIEC. Hein. Les derniers rapports datent exactement de cette période-là, c'est en 2014-2015. Et en même temps, la fin de son discours est extrêmement décevante. Il se contente de dire ce qu'il faut, c'est améliorer l'information. Hein. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il lance un TCFD, c'est-à-dire un groupe de travail qui n'est centré que sur l'information qui devrait circuler entre les acteurs. Alors pourquoi il fait ça et pourquoi il se limite à ça? Tout simplement parce qu'il a un cadre de raisonnement dans sa tête. Enfin, je ne suis pas dans sa tête, hein, mais tout se passe comme si, on va dire. Il a un cadre de raisonnement qui est le cadre de raisonnement classique actuellement dans ce monde-là, qui est le cadre suivant, que j'ai résumé de manière très caricaturale, mais c'est quand même à peu près ça l'idée, c'est que les marchés financiers, comme l'ensemble des marchés d'ailleurs, sont globalement efficients, sous deux réserves. La première, c'est qu'il faut que les externalités soient pricées. Donc, en gros, il faut mettre un prix au carbone. Bon, ça, c'est la première réserve. Donc, ça, c'est dans la théorie économique dominante. On fout un prix aux externalités et à ce moment-là, les marchés fonctionnent comme si cette externalité était internalisée, en gros, pour la faire très simple. Et par ailleurs, il y a quand même une deuxième défaillance de marché, c'est si l'information n'est pas bonne, ça ne marche pas très bien. Donc, il faut améliorer la fourniture d'informations. Alors, là, dans les quelques minutes qui viennent, je vais pas faire une discussion approfondie contre ce cadre de raisonnement. Je vais juste me contenter, indépendamment de la discussion théorique qu'on peut avoir, parce que moi, je ne partage pas du tout l'idée que les marchés financiers sont efficients et je ne partage pas du tout l'idée qu'il suffise que ce soit avec un prix du carbone de bon niveau que cela serait suffisant. Mais même supposons, on va voir que ça ne marche pas pratiquement, d'un point de vue très pragmatique. Alors pourquoi? Le premier argument est assez simple, c'est que le prix du carbone, tel que les économistes l'évaluent et tel qu'il faudrait qu'il soit, il y a en gros deux sources d'information principales. Il y a des sources d'information en France. On a travaillé, moi j'ai fait partie de la commission dit Alain Quinet, sur quel serait le bon niveau de prix au carbone qu'il faudrait en France pour être sur une trajectoire de neutralité carbone. Personne ne discute, en gros, sauf les climato-sceptiques, mais les économistes ne discutent pas du fait que les climatologues disent qu'il faut tenir sous la barre des degrés. On ne discute pas de ça. On discute de c'est quoi les conditions pour le faire. Et donc, la commission Quinet nous dit il faut 250 € la tonne de CO2 en 2030 et 800 à peu près en 2050. Ça, c'est pour la France. Aujourd'hui, on est à 45 € la tonne de CO2. On en est très, très loin. Et à 45, on a les gilets jaunes dans la rue. Et quand on augmente de 10 € la tonne de CO2, c'est-à-dire quelque chose qui doit représenter 2 centimes le litre, on met le pays à feu à 100. Donc, dire comme ça, du haut de son modèle économique, il suffit d'avoir le bon prix au carbone et tout est réglé, c'est une plaisanterie, puisque de toute façon, on n'y arrive pas. Et les économistes peuvent toujours dire que les hommes politiques sont faibles. C'est une réalité sociale telle qu'on observe. Je ne sais pas si c'est la faiblesse des hommes politiques, mais en tous les cas, on voit bien que c'est vraiment beaucoup plus compliqué que ça. On verra tout à l'heure dans le slide suivant, si je ne me suis pas trompé de présentation, que par ailleurs, on constate aujourd'hui qu'il ne se passe pas grand-chose en termes de réallocation financière. Le truc le plus amusant, moi j'ai trouvé, c'est une perle qu'a trouvé Michel Le Petit, c'est tout récent, juillet 2019. Il s'est amusé à regarder les rapports des assureurs qui sont un peu comme dans toutes les entreprises, en fait faits en deux paquets. Très souvent pour les boîtes, vous avez des rapports, ce qu'on appelle le rapport de référence, et ce qui donne des informations financières, ce qui est vraiment très très pris au sérieux, très regardé par la communauté, puisque c'est là qu'on a les éléments relatifs aux risques financiers qui reposent sur les entreprises. Et puis dans le domaine de l'assurance, il y a une deuxième catégorie de rapports qui sont les rapports sur les risques RSE et notamment le climat. Alors, le sujet climat, il est évoqué dans les rapports RSE, donc les rapports extra-financiers. Et Michel Le Petit a observé que dans les vrais rapports, c'est-à-dire les rapports sur la solvabilité, sur la situation financière des sociétés d'assurance, ces risques-là ne sont pas mentionnés. Donc, on a quand même clairement encore
un double discours, c'est-à-dire un discours qui est, c'est des sujets sérieux, graves, et il faut vraiment s'en occuper, et puis en fait, bon, pas tant que ça. J'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Alors, là, je vous ai dit, dans les faits, il ne se passe pas grand-chose. Bah oui, dans les faits, on a toujours beaucoup de subventions fossiles, beaucoup d'investissements dans les énergies fossiles, pas de réallocation significative des flux financiers. Et si vous avez des questions, je vous parlerai de gestion industrielle et d'indice carbone, pas carbone, mais je préfère ne pas le dire tout de suite parce que ça va compliquer mon propos. Et par ailleurs, une mention qui est extrêmement importante, c'est que si on s'occupe très significativement de l'information dans le monde des très grandes entreprises et dans le monde des relations entre ces entreprises et les marchés financiers, par exemple l'émission d'une obligation qui est faite par une grande entreprise et qui est mise sur un marché, ceci ne concerne en rien les PME, les TPE, ça ne concerne pas vraiment les collectivités territoriales, et dans ce monde-là, il ne se passe vraiment pas grand-chose. J'en parlerai aussi parce que là, je pourrais vous dire ce qui se passe en termes d'action contre l'État et ce qui se passe du côté du Haut Conseil pour le climat. Alors pourquoi, au fond, il y a un problème? C'est que c'est là que je dis la finance de marché est a priori fâchée avec l'écologie. Je vous recommande le livre de Nicolas Boulot, Le mensonge de la finance. Ce n'est pas du tout un extrémiste, Nicolas Boulot, hein. C'est quelqu'un qui a formé à l'école des ponts de très nombreux ingénieurs aux mathématiques financières. Donc c'est un mathématicien de très haut vol, maintenant à la retraite, mais qui est extrêmement compétent sur le fonctionnement des marchés financiers. C'est un des meilleurs avec Nicole El-Karaoui, je pense. Et donc, quand il parle de mensonge de la finance, il tourne autour de cette question-là, qui est que il n'est pas vrai, donc c'est mensonger, de dire que l'information fournie sur les marchés financiers est une information pertinente pour donner des indications économiques pertinentes. C'est ça le mensonge. C'est pas tellement que la financement, c'est le fait qu'elle nous fait croire qu'elle donne des informations pertinentes, et ce n'est pas le cas. Je vais vous donner juste un exemple. Quand le baril dans la crise de 2008 était à plus de $140, est-ce que quiconque croit que ça voulait dire qu'on avait une pression d'insuffisance de pétrole à l'époque? Moi, je n'y ai pas cru à l'époque, et ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des limites un jour sur les réserves pétrolières. C'est évident qu'on va un jour rencontrer le pic pétrolier. Mais l'information donnée par le prix ce jour-là n'avait aucun rapport avec une quelconque pénurie de barils. De même, de temps en temps, vous avez des prix bas, alors qu'en fait, il va y avoir quelques jours après une des crises majeures. Donc, c'est ça l'affaire, c'est-à-dire, c'est le dernier point de mon slide, hein, la volatilité des marchés, leur inefficacité à donner une information économique pertinente. Les marchés financiers, pour tout un tas de raisons et les propriétés mathématiques de ces marchés, ne peuvent pas donner une information pertinente sur la situation de l'économie réelle, mais revendiquent de le faire. C'est ça le fond. Bon. Sinon, il y a deux autres problèmes évidents qui sont, le fait que cette fameuse transition écologique, qu'on parle du climat, ce dont je parle un peu aujourd'hui, ou qu'on parle de biodiversité, c'est encore pire. On parle de la nécessité de réaliser des investissements de gros investissements importants. On parle souvent au niveau européen au niveau français, on peut parler de centaines de milliards par an, plusieurs dizaines de milliards par an. Au niveau européen, on parle certainement du genre 1 milliard pendant des années, hein. Il ne s'agit pas juste de faire 2-3 ans d'investissement. Petit problème majeur qu'on a, c'est que ces investissements ne sont pas vraiment rentables. En termes financiers, ils sont rentables socialement, mais ils ne sont pas vraiment rentables financièrement. Et dernière remarque, c'est les mécanismes de rémunération des managers. Même s'il y a eu quelques progrès depuis la crise de 2008-2009, ils sont encore extrêmement liés à de la performance de court terme, et donc ils ne donnent pas ces mécanismes d'incitation profonde à ce que le système de management voit long. De ce point de vue-là, et là c'est juste une petite remarque, je ne refais pas le capitalisme aujourd'hui, je n'ai pas le temps, mais là c'est quand même une remarque, hein. C'est évident pour tout observateur qui est un peu lucide, que les grandes évolutions du capitalisme depuis les années 80, donc après la fin des accords de Bretton Woods, ont lâché la bride sur le court-termisme. La financiarisation du capitalisme
a fait que les yeux des capitalistes et des managers sont relativement plus court-termistes qu'ils n'ont l'ont pas été. Donc, en gros, pour le faire encore extrêmement simple, c'est pas forcément le capitalisme dans son sens le plus global qui est en cause dans cette crise majeure, même si certains tiennent cette thèse. Moi, je ne suis pas complètement convaincu, on pourra en discuter. En tout cas, ce qui est certain, c'est que depuis quelques décennies, là, il y en a un vrai problème qui tourne autour de ce que Marc Carnet appelle la tragédie des horizons, c'est-à-dire le fait qu'on a un système économique qui est myope, qui voit très court. Le capitalisme n'a pas toujours été comme ça. Un capitalisme familial avec des envies de transmettre à sa famille de manière transgénérationnelle peut rendre les dirigeants un peu plus long-termistes. Aujourd'hui, ils ne le sont vraiment pas. Alors, pourquoi il faut réduire et réguler la finance? Parce que laisser à elle-même, cette finance ne fonctionne pas, comme je viens de le dire. Je argumente sur d'autres thèmes, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand la finance n'est pas assez régulée. On constate des concentrations de pouvoir, on constate des acteurs financiers qui peuvent capturer le régulateur. Je le dis rapidement. Lisez le livre de Laurent Cialom, La fascination de l'ogre, ou Comment desserrer le taux de la finance. C'est un bon bouquin qui vous expliquera ce que ça veut dire, cette histoire de capture. Ce que ça veut dire, c'est que, je prends juste un exemple très concret, si la direction générale du Trésor est détenue par quelqu'un qui vient de la finance ou quelqu'un qui va dans la finance, vous ne savez plus bien si cette personne défend les intérêts de l'État et de la régulation ou si elle défend les intérêts de son futur ou de son ex-employeur. C'est ça le problème. Et évidemment, comme on est sur des domaines extrêmement techniques, très très difficiles à comprendre, très compliqués, cette affaire-là pose des problèmes massifs parce que personne ne comprend bien les enjeux de régulation, sauf les experts. Bon, si les experts, on ne sait pas de quel côté ils sont, c'est sûr que ça pose un problème majeur. Donc, je continue. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire de réguler la finance, hein, puisque le point est de dire si la finance, on la laisse faire à elle seule, elle va s'occuper du court terme, elle ne s'occupera pas du moyen long terme, ça veut dire ça. Ça veut dire augmenter des exigences en fonds propres pour la rendre un peu moins rentable, réglementer ce qu'on appelle le shadow banking, c'est-à-dire tout ce qui est non directement bancaire, interdire les produits spéculatifs, limiter les paradis fiscaux. Enfin, c'est ça le grand programme. Alors, souvent, on me dit, mais ça n'a aucun rapport avec la transition énergétique et écologique. Je dis, mais si, parce qu'il y a une communauté d'intérêt entre les gens qui vont penser long terme, les gens qui vont penser écologie, et les gens qui vont penser que pour réintroduire le long terme et l'écologie dans l'économie, il faut le réintroduire à l'étage le plus puissant du système, et c'est l'étage financier. Donc, tant que l'étage financier est très orienté à très court terme, il est assez vain de croire que lui, par lui-même, il va s'occuper de ces enjeux-là. Je vais prendre juste un argument très simple, parce que je vais vite, hein, je vois qu'il est déjà 2 heures. Un argument très simple pour que vous le sentiez, c'est que si vous faites des calculs d'actualisation de rentabilité d'un investissement, j'espère que vous avez déjà fait ça dans vos travaux pratiques, et que vous les actualisez à 15%, qui est le taux de rendement généralement désiré, vous allez vous apercevoir que les flux financiers qui sont au-delà de 10-15 ans, ils comptent très peu dans ce calcul d'actualisation. Si au contraire, vous faites des calculs avec des taux d'actualisation beaucoup plus bas, vous allez vous apercevoir qu'il y a une espèce d'identité entre les flux d'aujourd'hui et les flux de demain. Donc, plus le taux d'actualisation est bas, plus l'avenir compte, plus il est haut, moins l'avenir compte. On est aujourd'hui dans un système où les taux d'actualisation demandés sont toujours très élevés, même si les taux d'intérêt, eux, sont très bas. Mais ce n'est pas la même chose. Là, je parle des taux d'actualisation, des taux de rendement qui sont demandés sur les marchés d'actions. Alors, donc, je vous ai dit 2 choses là, et je résume rapidement. Un, oui, ça bouge. L'animal financier bouge, n'est pas mort. Il a l'air de s'intéresser au sujet du climat. J'ai dit deuxièmement, pour toute une série de raisons, seul, réduit à lui-même dans le monde actuel financier, de capitalisme financier actuel, ces mouvements-là, ces agitations-là, ne seront pas du tout de nature à régler le problème climatique. Et j'ai donné quelques exemples, mais j'y suis allé à pas de charge.
quelques exemples de types de régulation qu'il faut faire pour rendre le monde financier un peu plus long-termiste et donc plus intéressé par les questions d'écologie. Donc là, maintenant, je vais vous faire mon vrai programme pour que vous compreniez l'ampleur des changements auxquels il faut, je pense, procéder si on veut arriver à ce que le climat soit sérieusement pris en considération. On n'est pas loin parce qu'il y a là aussi des changements de cap qui ont vraiment été faits avec la dernière Commission européenne en Europe. Et j'ai dit que je ne parlerai pas de Biden, ou j'en parlerai peu, je vais quand même en parler une demi-seconde. C'est quand même évident que si Biden remet l'accord de Paris au centre du jeu et qu'on sait que par ailleurs les Chinois ont pris des engagements assez solides sur cette question de climat, je pense qu'on peut retrouver un peu d'espoir. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que le Green Deal européen, c'est un vrai changement de cap. Le petit virus a eu des effets absolument considérables, en dehors du fait qu'il nous rend malade, hein, mais il a eu des effets idéologiques considérables. Il est très doué, ce petit virus, parce qu'il a réussi qu'on se mette d'accord entre Européens sur un mécanisme de mutualisation. Excusez-moi, il y a une faute d'orthographe avec un seul L, ce qui était juste considéré comme absolument impensable et inatteignable il y a encore 2 ans, mais il y a encore 1 an. Pour plein de raisons. Si vous avez des questions, je vous expliquerai pourquoi. Sur la relance dite elle-même, ou en recovery en anglais, donc c'est pas très bien si c'est relance, si c'est... il y a un petit problème de vocabulaire. Enfin, quand même, grosso modo, ils ont mis un petit peu d'argent. Et sur ces un petit peu d'argent, de quelques centaines de milliards, il y a des fléchages verts. Donc, on peut dire qu'il y a quelque chose qui a avancé dans les 2 ans, sachant que, donc, j'insiste pas, mais c'est évident qu'il faut beaucoup d'argent en termes d'investissement pour changer les règles du jeu et pour changer les dispositifs et les infrastructures. Cela étant, ça ne suffit à nouveau pas. Je suis désolé d'être toujours un peu fine bouche. Ça ne suffit pas parce que les montants sont encore trop insuffisants. On n'est pas tout à fait au bon ordre de grandeur. Et à trop court terme, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'en fait, cette transition demande des investissements pendant une très très longue durée. Je vais prendre un exemple très simple pour que vous compreniez pourquoi. Si vous faites de la rénovation énergétique des logements, en France, vous avez 30 millions de logements. Si vous en faites 500 000 par an, vous voyez bien qu'il faut beaucoup d'années pour rénover tout le parc de logement. Or, le logement, c'est le deuxième poste d'émissions de gaz à effet de serre après le transport. Donc, c'est vraiment évident qu'il faut des programmes très longs pour transformer l'ensemble de l'économie. Alors, la gouvernance non revue, je vais en parler 2 minutes juste après. Et dernier point là, c'est peut-être le plus important, c'est le message le plus fort, je pense, c'est que vous ne savez pas que les déficits qui ont été autorisés par la Commission européenne pendant la crise du Covid sont en fait des dérogations aux règles budgétaires européennes qui sont possibles dans le traité, dans le cadre où on subit des circonstances exceptionnelles. Bon, on ouvre une période de circonstances exceptionnelles avec le Covid, ou la Covid, je ne sais pas trop, et on la ferme quand le problème est résolu. Donc imaginons qu'on ait un vaccin l'année prochaine et que fin 2021, les autorités européennes considèrent qu'on n'est plus en circonstances exceptionnelles. Qu'est-ce qui va revenir de droit dans le système européen? C'est le pacte de stabilité et croissance, c'est-à-dire qu'il va falloir réduire les déficits pour réduire la dette publique. Ça va être une catastrophe économique majeure. Donc tant que ça, ce n'est pas résolu, je pense qu'on est vraiment au milieu du gué. Donc c'est pour ça que je dis la première des priorités dans cette affaire-là, c'est de réformer le semestre européen, les règles budgétaires. Alors, le semestre européen, vous ne savez probablement pas ce que c'est. Grosso modo, c'est la mécanique européenne budgétaire. Donc c'est la mécanique qui fait que chaque État au sein de l'Europe, chaque État membre doit cadrer son budget, et puis il y a des discussions entre l'État et la Commission européenne pour vérifier que l'État est bien dans ses clous. Et les clous, c'est les fameux critères du traité de l'Union européenne, du traité qui s'appelait avant le traité de Maastricht. Et dans ce système-là, ce qui est extrêmement préoccupant, c'est que les règles budgétaires qui sont donc imposées par ce traité et qui sont donc dont l'exécution et la vérification est donnée à la Commission européenne sont stupides.
car elle se fonde sur une notion de déficit public qui additionne des dépenses de fonctionnement et des dépenses d'investissement. Alors quand je dis c'est stupide, je ne suis pas le premier à le dire, hein. Le premier à avoir dit que c'était quelque chose qu'il fallait faire changer de manière profonde, c'est Olivier Blanchard, qui a été chef économiste du FMI, c'était au début des années 2000. C'est idiot et aucune entreprise privée ne fait ça. Aucune entreprise privée ne s'amuse à faire un calcul dans lequel elle met sur le même plan des dépenses de fonctionnement et des dépenses d'investissement. Les dépenses d'investissement, elles sont amorties dans les comptes des entreprises et elles devraient être amorties dans les comptes des États. Elles ne le sont pas et c'est stratégique dans une période où il faut investir massivement. Donc, c'est ces règles-là qu'il faut revoir. Je ne suis pas le seul à le dire, puisque même le Conseil budgétaire européen le dit. Il a été diligenté à la demande de la Commission européenne en 2018. Il a sorti en 2019 un rapport et il devait, ce rapport, être le préalable à une modification au moins de l'interprétation des règles, si ce n'est des règles elles-mêmes, parce qu'ils se sont tous rendus compte du fait que ces règles-là avaient un effet négatif considérable sur les investissements, puisqu'évidemment, si vous mettez sur le même plan des dépenses de fonctionnement et des dépenses d'investissement et que vous devez serrer les écrous, ce que vous faites en priorité, c'est que vous flinguez les investissements et donc vous n'investissez pas. Et c'est tous les chiffres montrent, et je n'ai pas le temps de développer ici, mais tous les chiffres montrent que depuis 2008-2009, il y a un sous-investissement chronique massif. Alors évidemment, on le sait, nous, à travers la crise du Covid, qu'il y a eu des sous-investissements considérables dans le domaine de la santé, dans le domaine des hôpitaux. Les Italiens le savent, quand ils ont eu l'effondrement de leur pont à Gênes, ils ont bien vu qu'on était en train de laisser tomber ça. Mais en réalité, c'est un désastre. Et comme il faut de toute urgence réaccélérer les investissements, soit dans le domaine des infrastructures, soit dans le domaine des bâtiments et des logements, si on a un dispositif légal qui vise à nous inciter à ne pas le faire, on ne le fait pas. Deuxième grand sujet complémentaire, c'est la politique commerciale. Évidemment, là aussi, il y a une bonne nouvelle et une mauvaise. On va dire la bonne nouvelle, j'essaie d'être nuancé pour pas que vous ayez l'impression que je suis un provocateur qui... je ne le suis pas. J'essaie d'être nuancé parce qu'il a quand même un élément de nuance. Bon. Donc, le truc positif, vous avez vu les débats sur le Mercosur, c'est qu'il y a un début de prise en considération du fait que ces accords sont insensés. Il est insensé de mettre en concurrence une agriculture bas carbone en Europe et une agriculture qui se développe à coup de déforestation en Amazonie. C'est vraiment évident que c'est insensé et c'est évident que les agriculteurs français ont raison, et pas que français d'ailleurs, de ne pas être contents qu'on les mette en concurrence de manière aussi déloyale avec des acteurs qui, pour des raisons qui sont spécifiques à leur territoire, peuvent se permettre de foutre en l'air le climat par leur procédé de production agricole. Bon. Mais vous voyez bien que le problème est beaucoup plus profond. Ce n'est pas juste Brésil contre France. C'est très, très globalement, ça ne peut pas aller de raisonner au niveau international sur des accords qui mettent en compétition des entreprises qui subiraient une contrainte carbone très élevée en Europe et des acteurs qui ne la subissent pas ailleurs. Donc là où ils la subissent, très bien. Donc supposons que demain matin, les Américains mettent une taxe carbone, je m'étonnerais qu'ils le fassent, mais supposons, à ce moment-là, on rétablit les conditions de concurrence, au moins sur le critère carbone. Tant qu'ils ne le font pas, on mettrait un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Alors évidemment, ça c'est la bonne nouvelle quand même, c'est que ce sujet-là est enfin pris au sérieux et à ma connaissance, des travaux approfondis sont en train de se faire sur ces questions-là. Bon, je ne parlerai pas des tribunaux d'arbitrage, sauf si vous avez des questions là-dessus. Alors, dernier point important de complément, moi j'ai dit dans la deuxième partie, la finance laissée à elle-même ne suffira pas à sauver le monde. Et j'ai donné quelques exemples de régulation. Là, j'en dis un peu plus. Et là, je ne suis pas juste sur la question de la régulation
et de la limite de pouvoir du secteur financier, je suis sur un autre point, qui est que si on veut vraiment mettre le paquet sur les investissements de la transition, il va falloir le financer. Et il y a grossièrement deux sources de financement qui sont mobilisables relativement facilement. C'est d'une part tout ce qui transite par les banques publiques, parce que là, la banque publique, comme elle est d'État, elle a moins de contraintes en termes de rendement sur capitaux propres que les banques privées. Petit 1. Petit 2, elle est publique. Donc elle peut légitimement avoir des actions d'intérêt général. C'est pas exactement le cas pour des entreprises privées. On ne peut pas reprocher à une banque privée de ne pas sauver le climat. Ce n'est pas son job. Elle est là pour les intérêts privés qui sont à l'origine de son financement. Le deuxième endroit où il y a une action possible, c'est la création monétaire de la Banque centrale, avec plusieurs volets. Donc, on a écrit il n'y a pas longtemps avec un ami qui s'appelle Nicolas Dufresne, un livre qui s'appelle Une monnaie écologique, dont je ne saurais trop vous recommander la lecture, Une monnaie écologique chez Odile Jacob. Et là, donc, on a en gros trois possibilités en fonction du degré d'ambition qu'on a. La première, c'est carrément faire des avances directes de la Banque centrale aux États, sous réserve que les investissements financés sont de la transition. Ça, c'est impossible aujourd'hui compte tenu des traités, donc ça suppose une réforme des traités. C'est pour ça que pour le moment, je ne mets pas trop ça en avant. La deuxième option, c'est déjà de commencer par verdir le QE, le quantitative easing, et puis de verdir les collatéraux de la Banque centrale. Les deux autres actions qui sont identifiées ici sont de l'ordre de la régulation, donc je ne vais pas en parler plus que ça parce que je vois l'heure qui file. Et je vois l'heure qui file et j'ai envie de vous laisser la parole, donc je préfère ne pas tout à fait tout dire et vous laisser quelques questions. Je me résume. Bon, la dérive climatique, c'est grave, ça je pense que c'est clair pour tout le monde. Il est impératif de changer d'échelle. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Je n'ai pas trop développé et argumenté parce que je n'avais pas le temps, mais c'est vraiment évident qu'il faut un plan de guerre si on veut gagner la bataille contre le changement climatique. La finance, c'est quand même le monde qui est là pour financer ces opérations-là, donc il va bien falloir qu'elles soient mobilisées. Et les points que j'ai essayé de vous montrer, c'est que d'une part, elle ne le fera pas spontanément, mais si on a besoin d'elle, ce n'est pas d'elle-même qu'elle va le faire, même si elle commence à se mettre un peu en mouvement. Et donc, très profondément, ce que je crois, et j'essaie de vous montrer très très rapidement, c'est qu'il faut un changement de règles du jeu très très profond. Ça ne veut pas dire qu'il faut couper la tête à tous les capitalistes et qu'il faut faire la révolution demain matin, mais ça veut dire qu'il faut réformer en profondeur la manière dont on dirige nos arbitrages, dont on fait nos arbitrages budgétaires et financiers et dont on dirige l'ensemble de l'économie. Et j'ai parlé que d'Europe parce que je pense que c'est à notre portée. Et par ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais je vais le dire tout de suite. L'Europe, c'est quand même une région du monde qui a une importance non nulle, même si tout le monde ne parle que de l'articulation États-Unis-Chine. Je pense que l'Europe est un très gros marché et qu'elle a un poids économique tout à fait suffisant pour peser sur le monde entier. Voilà, je vous remercie beaucoup et j'attends vos questions. Alors, je ne les ai pas sur le chat, là, je ne sais pas comment faire, donc je demande On à va s'en Gauthier occuper. de se débrouiller. Ok, votre parole est à vous. Merci beaucoup. Merci à Merci beaucoup. effectivement, 1 heure, c'est comme ce matin, c'est beaucoup trop court. On a effectivement plusieurs questions, donc merci beaucoup pour votre intervention. Et la première nous vient de Mathéo, donc je vais te donner la parole. Tu peux poser ta question, vas-y. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, alors merci beaucoup pour votre présentation très intéressante. Moi, j'aimerais revenir sur quelque chose que vous avez évoqué vraiment au tout début. C'est concernant donc l'efficacité de tout ce qui est taxation du carbone et surtout des possibilités d'échange des certificats de vente donc, du carbone. Je pense notamment à Tesla qui a pu vendre depuis 2010 pratiquement 2 milliards de crédits carbone en Europe, typiquement à des constructeurs automobiles. Donc, je me demandais ce que vous pensiez de l'efficacité de ces mesures.
Oui, je pense qu'il faut séparer tout parce que la taxe carbone, ça dépend des endroits des pays. En Suède, c'est relativement efficace. En France, ça pourrait l'être si ce n'était pas à 40 € la tonne. Ça, c'est un sujet. Ensuite, il y a l'autre sujet qui est le marché européen de quotas de CO2. Il pourrait être efficace, et notamment sur l'électricité, mais il faudrait que le prix soit plus élevé. Là, c'est vraiment, je suis absolument sûr de ça parce que j'ai fait une mission avec Mestral et Canfin en 2016 sur le prix du carbone européen. Ça, je suis absolument certain que si on avait un prix du carbone à 60-80 € la tonne de CO2 en Europe, ça changerait beaucoup au moins la production de l'électricité. Et la raison pour laquelle on n'arrive pas à faire croître le prix de CO2 sur le marché européen de CO2, c'est qu'il n'y a pas de mécanisme aux frontières et donc les entreprises européennes gueulent tous comme des veaux en disant vous êtes complètement dingue, vous allez nous tuer et vous allez générer des fuites de carbone en dehors de l'Europe. Donc c'est pour ça que j'ai pas eu le temps de développer, mais merci parce que la question me permet de le faire. Tout ceci n'a pas de rapport avec l'autre sujet que vous évoquez, qui est les mécanismes de compensation carbone, qui sont souvent faits avec des prix très bas, qui sont des moyens sans intérêt, si ce n'est de déculpabiliser et de permettre aux acteurs de faire de la com. Il n'y a pas du tout ce qu'il faut en termes de crédit carbone sérieux pour que ça puisse décarboner ça se saurait, quoi. Donc en gros, je ne crois pas à ces mécanismes de compensation carbone. Leur prix est beaucoup trop bas. Et ça fait un peu de circulation monétaire, très bien, mais ça saurait si ça avait des effets. Ça n'en a pas. Voilà mon point de vue, hein, en vitesse. D'accord, merci. Super, merci beaucoup. Et maintenant, on a Laurie Wen qui a une autre question. Je vais te permettre de parler. Je t'en prie. Laurie Wen. Elle n'a pas mis son micro, peut-être. Allô? Si. Oui, on t'entend. Vas-y, allume ton micro. Oui, c'est bon? Ouais. Oui, c'est bon. Ça n'a pas marché la première fois. Pardon. Oui, donc tout d'abord, merci pour tous ces éléments d'analyse. Moi, j'avais une question par rapport à la stratégie plus globale au niveau du monde entier. En fait, parce qu'on est sur un problème environnemental qui touche énormément d'acteurs et il faudrait, dans l'idéal, que tout le monde se mobilise. Vous avez parlé justement des problèmes qui étaient liés aux différentes régulations, que si on avait des gens et des entités qui étaient contraintes par une régulation carbone et d'autres pas, ça faisait de la concurrence déloyale. Seulement, il n'y a pas forcément d'intérêt économique pour tout le monde à respecter des lois liées au carbone, notamment je pense aux pays qui ont beaucoup de ressources qui sont finalement épuisables. Et est-ce qu'il y a une solution aujourd'hui pour essayer d'impliquer tout le monde dans ce processus de Oui. C'est une très bonne transition question. économique? Ouais. C'est une très bonne question parce que c'est un des problèmes majeurs. Hein. C'est ce qu'on appelle le dilemme du prisonnier. Donc, grossièrement, la raison pour laquelle cette affaire de mécanisme d'ajustement aux frontières, elle est mise en avant, c'est pas pour rien, c'est pour cette raison-là. C'est-à-dire, vous dites, moi, je suis dans une région du monde où je vais imposer, peut-être parce que c'est mon intérêt, parce que je pense que l'Europe a un intérêt un peu spécifique, hein, qui est qu'elle est très faible en ressources. Bon, donc, elle a intérêt à être économe en ressources, puisqu'elle n'en a pas beaucoup. Enfin, il reste encore un poil de charbon, mais bon. On a quand même peu de ressources. L'uranium, il faut aller le chercher en dehors de l'Europe. Le gaz, il faut aller les chercher en dehors de l'Europe, et ainsi de suite. Bon. Depuis le fait que la mer du Nord a passé son pic, vous voyez bien qu'on a des problèmes de ressources énergétiques. Et évidemment, je ne fais pas le discours sur les ressources minérales. Donc, le mécanisme d'ajustement aux frontières, il est fait pour ça. C'est-à-dire vous êtes dans une région qui, pour des raisons éventuellement stratégiques ou pour des raisons climatiques, dit je vais créer une contrainte carbone soit par fiscalité, soit par règlement, soit par norme, enfin, quelle que soit la méthode, et je veux faire pression sur les pays concurrents qui elles-mêmes ont peut-être moins d'intérêt à faire ça, mais moi, au moins, à minima, je ne veux pas qu'elles viennent fourguer leur cam chez moi. Et comme je redis, on est quand même un énorme marché mondial, des pays qui peuvent se passer complètement de vendre en Europe, il n'y en a pas tant que ça. Donc voilà, vous faites ça. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que j'ai été un tout petit peu critique de la taxe carbone parce que je trouve que les financiers la jouent un peu facile en disant il n'y a qu'à mettre une taxe carbone et le problème sera résolu. Je pense que c'est un raisonnement qui permet pour eux de se défendre d'autres régulations qui me semblent absolument importantes.
C'est pas parce que j'ai fait cette critique-là que je ne crois pas à l'intérêt de mécanismes qui mettent un prix aux externalités. J'espère que je n'ai pas été mal compris. D'accord, merci beaucoup. Merci. Et maintenant, je vais donner la parole à Amaury. Si je le trouve. Ouais. Je pense que tu peux poser tes questions. Ouais, bonjour. Merci beaucoup pour votre présentation qui est très intéressante. Moi, ma question, c'est une question qui est relative un petit peu à ce que j'ai pu voir lorsque j'étais en stage. J'avais dû passer en revue un mécanisme une méthodologie, en gros, Green Bond de Amundi est une banque de notation. On parlait d'Amundi tout à l'heure. Et ce que j'ai pu voir, c'est que bon, déjà, une entreprise qui fait des chaises en bois peut être considérée comme verte et peut être éligible au Green Bond, d'une part. Et d'autre part, assez souvent, ce qui est green, c'est relatif au sein de la banque, c'est-à-dire que ça va être les 20% de produits les plus vertueux dans le portefeuille. Et si on avait un cas hypothétique où une banque est exposée à un tiers au charbon, 2 tiers au pétrole, si les 20% les plus vertueux, entre guillemets, sont du pétrole, ce pétrole-là devient donc du green. Ma question, c'est comment est-ce qu'on pourrait harmoniser tout ça au niveau international? Vous en avez touché un petit mot tout à l'heure, mais pas forcément avec des institutions publiques. Potentiellement quelque chose sur le modèle des CRS, des agences de notation de crédit. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que ça existe déjà? Il y a des initiatives ou pas du tout? Ouais, c'est une bonne question. Alors, numéro un, j'ai aussi été un peu critique sur les initiatives finances durables de l'Europe, mais j'espère là aussi que je n'ai pas été mal compris. C'est absolument nécessaire. C'est-à-dire que le problème principal des green bonds, c'est que les green bond principles, qui sont à ce jour la référence, ils disent rien de très précis sur le contenu. Donc, c'est des principes de méthode. Et donc, comme vous l'avez dit, on finit, avec l'application de ces principes de méthode, on finit par dire green, quelque chose qui est aussi vert que mon ordinateur qui est devant moi. Bon, donc, c'est pour pas dire autre chose. Bon, donc, c'est effectivement pas très sérieux. Donc, c'est pour ça que c'est quand même important qu'on mette un peu de sérieux là-dedans. Deuxièmement, est-ce que c'est faisable ou pas? Oui, la réponse est oui. C'est-à-dire que, bon, si on prend la question du climat en tête de gondole, dont nous, on s'occupe chez Carbone 4, on est en train de travailler, et je pense que là, on est un peu plus solide sur la question de comment évaluer une obligation ou même une entreprise à travers ce genre de critères. Donc, il y a beaucoup d'initiatives qui sont en œuvre en ce moment. Nous, on pense que on fait du bon travail, on pense que ça va se développer, mais on est très loin, il y a loin de la coupe aux lèvres, c'est-à-dire qu'il y a loin entre l'initiative d'un petit acteur comme Carbone 4 et la généralisation en Europe et dans le monde de ce type de méthode. Quand j'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas voulu trop le dire parce que je ne veux pas être trop négatif, je ne veux pas vous démoraliser, mais je vais peut-être le formuler autrement pour que vous compreniez un peu l'enjeu. La comptabilité d'entreprise, c'est un machin qui existe depuis, à ma connaissance, le XIVe siècle. La comptabilité en partie double, ça a été inventé en Italie, ou réinventé, j'en sais rien, mais en tout cas, ça a été en Europe, ça date du XIVe siècle. Donc, on a 6 ou 7 siècles de recul sur la manière de faire la compta. Il y a eu des évolutions majeures avec l'introduction des IFRS en Europe il y a quelques années. Tout ce qui tourne autour de la comptabilité, qui à ce stade est extra-financière, mais c'est quand même un peu les mêmes problèmes. Hein. Il y a des problèmes de normes, de standards, de comment on compte telle et telle chose, comment on tient compte de tel et tel effet. Elle existe depuis… Bon, Jean-Marc Jancovici, que vous connaissez, a inventé le bilan carbone il y a 20 ans. La finance s'occupe de ces sujets carbone depuis 5 ans. Nous, on travaille sur ces sujets-là, et on n'est pas les seuls, hein, mais grosso modo depuis cette année-là. Donc ça veut dire qu'on a un tout petit peu… on a quelques années de recul par rapport à des référentiels concurrents qui sont les référentiels standards de la comptabilité qui ont plusieurs centaines d'années de recul. Donc, il ne faut pas désespérer au sens où c'est normal qu'à ce stade, on n'ait pas réussi encore à faire des choses qui sont déployées mondialement et qui seraient suffisamment rigoureux. On n'en est pas là du tout. C'est normal, puisque tout ça prend du temps, c'est ça que je veux dire. Deuxièmement, pour rattraper le temps perdu, ou plus exactement pour faire en quelques années ce que l'on a fait, ce qu'on a mis des centaines d'années à faire pour le reste de la compta, moi je ne suis pas complètement désespéré, vous pouvez le dire de manière aussi simple que ça,
Parce qu'il y a un truc qui s'appelle le numérique, qui a beaucoup d'inconvénients, qui est très, très consommateur en énergie. Donc, il faut user avec modération, on va dire ça, comme l'alcool, mais qui peut contribuer massivement à des exponentiels. Donc, je pense que si on arrive à mettre en place des systèmes qui sont pertinents et efficaces, le déploiement pourra aller beaucoup, beaucoup plus vite. Dit encore autrement, les centaines d'années qu'il a fallu pour déployer dans le monde entier la compta, si on avait eu à l'époque, en 1500, la puissance numérique qu'on a aujourd'hui, on n'aurait pas mis 5 siècles. Donc je crois qu'il y a des méthodes et je crois qu'on va pouvoir les déployer relativement vite. Simplement, c'est pour ça que j'attire vraiment beaucoup votre attention dans cette session sur les faux semblants. Il faut faire vraiment attention à ne pas prendre des vessies pour des lanternes. Ok, merci beaucoup. Est-ce que vous avez encore 1 minute à nous consacrer? On a une... Oui, bien sûr, allez-y. Donc Victor qui a... Et ce sera la dernière question. Victor, normalement tu peux parler. Laisse poser ta question. Victor. Bonjour. Un plaisir. Privatisation partielle d'EDF. Est-ce que l'État, qui a une vision à long terme, se prive d'un moyen de lutte contre le changement climatique? Ah, ça c'est une très bonne question. Je n'ai pas abordé ce sujet de manière frontale dans ma présentation. Je vais prendre un tout petit peu de recul pour ne pas parler que d'EDF. Ce qui est certain pour moi, c'est que le traité de Rome, c'est un traité d'ambiance libre-échangiste. On a cru, après la Deuxième Guerre mondiale, que c'était le doux commerce qu'il fallait mettre en place pour sortir de la boucherie des 2 guerres précédentes. Il faut discuter à l'infini de savoir si c'était pas une bonne idée, mais je pense qu'à l'époque, manifestement, c'était ça qu'il fallait faire. Je pense la preuve en est qu'on a réussi à repacifier l'Europe. Donc, je ne vais pas me permettre de juger les gens qui ont fait ça. En revanche, c'est absolument évident que le passage au libre-échange généralisé qui a été accéléré au moment de la monnaie unique et qui a été accéléré notamment par la social-démocratie française, Delors, Lamy et ces gens-là, a été un désastre sur le plan environnemental parce qu'ils ont mis en tête de gondole dans l'agenda politique la libération de la circulation des capitaux, des marchandises, des services et des hommes. Que ce soit agréable au sein de l'Europe de circuler sans contrainte, je n'en discute pas. Mais qu'au motif et sur ces mots d'ordre-là, on ouvre tous les marchés et tous les modes de fonctionnement, je pense que ça se discute vraiment énormément. Je pense que ce que j'ai dit sur la finance est aussi est issu et la conséquence de l'ouverture des marchés des capitaux. Je pense que c'était une très mauvaise idée. Concernant les services publics, c'est un peu la même histoire. C'est-à-dire que l'agenda européen à partir des années 80, c'est un agenda de libéralisation tous azimuts. Donc, chasse au monopole, ouvrons la concurrence partout, ouvrons la concurrence sur les postes et les télécoms, ouvrons la concurrence sur le ferroviaire, ouvrons la concurrence sur la production d'électricité. Sur la production d'électricité, c'est évident que l'intérêt de cette ouverture se discute énormément. En fait, en réalité, on a créé de la concurrence sur un tout petit segment qui est le segment de la commercialisation, puisque les réseaux, quand même, heureusement, on n'a pas eu l'idée de doublonner les réseaux de transport d'électricité. Heureusement, enfin, il y a des mecs qui auraient été assez fous pour le faire. Enfin, quand même, dédoubler les lignes haute tension, je pense qu'ils n'ont pas osé faire ça. Donc, on a quand même gardé le monopole des réseaux. En France, on a gardé le monopole de la distribution via Enedis. Enfin, c'est un quasi-monopole, pas tout à fait, puisqu'il y a quelques villes qui ont la distribution. Et on a dit, on a libéralisé la production d'électricité. Évidemment que c'est très compliqué. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une gymnastique infernale avec l'AREN aujourd'hui pour essayer de faire en sorte que la production d'énergie nucléaire ne soit pas de nature à foutre en l'air les autres options. Donc moi, je pense que c'était une très mauvaise décision.
et qu'elle est prise sur un argumentaire idéologique qui ne tient pas la route quand on regarde un peu les choses de manière certaine. Je ne suis pas du tout là, et je termine là-dessus, en train de vous faire un plaidoyer pro-nucléaire ou un plaidoyer pro-monopole. Ce n'est pas la question. Je dis juste que je partage assez l'idée que d'avoir fait ça sans réfléchir trop, ce n'était pas une bonne idée. Maintenant, ceci étant fait, je pense qu'il y a un énorme travail doctrinal et un énorme travail juridique pour en sortir. Il y a encore autrement, au sein de l'Union européenne, ce qui a un pouvoir considérable, c'est la Direction générale concurrence, ce qu'on appelle la DG Comp. Je vais parler que des effets collatéraux sur quelques services publics. J'aurais pu en parler 1 minute et demie sur le numérique, parce que je suis absolument persuadé que c'est le même genre de raisonnement qui a foutu en l'air la création de puissance numérique et informatique en Europe sérieuse, de nature à être assez puissante pour résister aux GAFA ou aux équivalents chinois. Donc je pense que tout ça, c'est de la très mauvaise politique économique. Je vais m'arrêter là parce que je pourrais y passer 3 heures. Merci beaucoup pour votre intervention. Donc, évidemment, c'était trop court. On aimerait en savoir plus, mais on a déjà quelques… c'est un petit peu un teasing. Exactement, mais voilà, on a été gourmand et pas très sobre intellectuellement, nous a fait savoir l'auditoire. Mais au moins, on a quelques pistes de lecture, donc merci. Et je me permets de signaler aux participants que vous tenez aussi un blog en parallèle où il y a un certain nombre de sujets qui sont approfondis également, donc n'hésitez pas à aller voir les chroniques de l'Anthropocène. Merci beaucoup pour la publicité. Pardon ? Je dis merci beaucoup pour l'information. J'ai traité publicité, mais comme ça, c'est non-profit, c'est quand même pas de la pub. Exactement. Merci. Voilà. Merci à vous tous et à vous toutes, et bonne poursuite dans ces journées studieuses.